Vous venez en Afrique, précédé du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement et d'être le premier chef du gouvernement de la République française à fouler le sol de la Guinée. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Bienvenue, mesdames et messieurs. Quel ravissement de vous retrouver pour ce numéro rétroviseur spécial indépendance de la Guinée. Passionnés et amateurs d'histoire, à toutes et à tous, de nous Sénégal. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Pour entamer notre marche dans l'histoire de l'indépendance de la Guinée, il faut rappeler qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la situation intérieure de la Guinée est caractérisée par des organisations ethniques sans véritable programme politique, des unions naturelles qui s'efforcent à rassembler entre eux les communautés Soussou, les Peuls, les Malinké ou les forestiers. C'est en avril 1946 que se crée par Madera Keïta un embryon de parti politique, le Parti progressiste africain de Guinée, dont 2 membres prennent part quelques mois plus tard au congrès constitutif du RDA à Bamako. À l'instar du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, la section guinéenne du RDA, le Parti démocratique de Guinée, PDG, ne se constitue qu'en 1947, avec Madera Keïta et Mamadou Traoré Réautra, ainsi que des associations ethniques. Mais très vite, le PDG RDA est mis en difficulté par ses propres contradictions. En effet, de par les principes du RDA, son action doit dépasser le cadre tribal, alors que les associations ethniques qui constituent son comité directeur en Guinée sont représentées en tant que telles. Ce n'est que sous le syndicaliste Ahmed Sékou Touré que l'impulsion décisive est donnée au PDG RDA. Pendant longtemps, nous n'avions même pas un seul représentant à l'Assemblée territoriale de Guinée. Au départ, un de mes anciens collègues de ma promotion à l'école normale d'instructeurs de Gorée, Mabassano, nous avait représenté. Malheureusement, dès les difficultés, paix à son âme, mon frère Mabassano s'est retiré de la lutte. S'était retiré de la lutte. Alors il y avait un vide qu'heureusement avait comblé 2 braves parmi les plus braves militants RDA. Madera Keïta du Mali et Réautra de la Guinée. Le pouvoir colonial ne s'est pas embarrassé. Il les a mutés purement et simplement au Dahomey, aujourd'hui Bénin. Et c'est grâce à eux, Madera Keïta et Réautra, que nous avons pu créer la section territoriale du RDA du Bénin, le vide guinéen. Comment le combler? Madera et Réautra partis. Nous avons recruté sur place des jeunes Guinéens vivant en Côte d'Ivoire et sous la direction d'un brave jeune Sénégalais, Diagne. Et avec l'appui d'un chef de canton de la frontière guinéenne pour installer une tête de pont en Guinée. En cas de difficultés extrêmes, nous avions la possibilité de les replier sur la Côte d'Ivoire. Mais le grand pays restait vide. La Guinée n'avait pas de carte
du parti. Nous avons envoyé des cartes de Côte d'Ivoire avec l'éléphant et sur impression Guinée, PDG Guinée. C'est pour cela que l'éléphant de Côte d'Ivoire est devenu le Sili de la Guinée. Il est parti d'ici. Après donc le départ de Madera Keïta et de Réautra, comment s'est organisée la suite de la section guinéenne du RDA? Comment la relève du PDG a été assurée alors que, sous la pression de l'administration coloniale, les sous-sections du parti meurent les unes après les autres? Alors, un beau jour, on m'a appris qu'il y avait un jeune syndicaliste qui voulait relever le flambeau, rallumer le flambeau de la lutte RDA. C'était Sékou Touré. Je me suis déplacé. Je l'ai rencontré chez sa grande-tante. Elle me l'a recommandé. Je l'ai fait venir ici à Abidjan. Et voilà comment faire revivre, après le départ de Madera et de Réautra, notre section territoriale de Guinée. Pas un seul membre du RDA à l'Assemblée territoriale de Guinée. La lutte en Guinée, ce n'était pas une lutte contre la colonisation, c'était une lutte contre le RDA. Ministre, nous avions à présenter Sékou Touré dans la région de Bella parce qu'il y a eu une vacance. Je me suis rendu en compagnie du gouverneur général Corny-Gentil. Je ne demandais pas l'appui du gouvernement, du pouvoir locaux. Je demandais simplement la neutralité. Elle m'avait été promise. Je me suis rendu dans la nuit avec le gouverneur général Corny-Gentil dans les campements administratifs du Mont-Nimba. Mais nous n'avons pas logé sous le même toit. Le lendemain, il m'avait dit que tout était arrangé, il a convoqué les administrateurs, il a donné des instructions, la neutralité sera absolument respectée. Le lendemain, à Mans, j'apprenais le contraire. Et je me suis tourné vers lui pour le demander que s'est-il passé dans la nuit. J'ai donné des instructions, mais ils ne m'ont pas obéi. Ils n'obéissent qu'à la Rio Dino. La fraude a écarté Sékou. Nous n'avions personne en Guinée. En 1954, lors d'une législative anticipée, des manipulations électorales privent Sékou Touré d'un siège de député à l'Assemblée nationale française. À l'époque, les 85% des électeurs étaient illettrés. Et il arrivait que les chefs de canton alignaient les gens et leur donnaient des bulletins de vote. Au vu et au su de tout le monde. Il y a toujours eu des trucages. Il y a eu des trucages avant ces élections-là et après. Nous avons été truqués, mais nous n'avions pas été battus légalement. Nous avions été trichés et nous avons exploité à fond ce comportement du colon à notre égard. Et comme en général le faible est très sensible à l'injustice, ça nous a aidés à mobiliser nos masses. Il y avait même un journaliste français ici, Maurice Voisin, qui a dit un Sékou Touré triché, un Sékou Touré battu arbitrairement est plus méchant que Sékou Touré battu légalement. Il a mis ça dans son journal. Alors Sékou Touré battu illégalement, hein, c'est à la gare d'Ixine qu'il a été reçu. Je vais vous dire que une voiture Peugeot n'a pas eu ses quatre roues par terre. Ça a été pris dans la main des gens jusqu'à Conakry. La gare d'Ixine jusqu'à Conakry.
Les femmes ont abandonné leur cuisine pour suivre le cortège jusqu'à Conakry. Et battu, hein, Sékou Touré battu. De mouvement politique, nous sommes devenus parti politique. Et là, les formes de lutte étaient plus concrètes, étaient plus éteignantes, étaient plus radicales que dans le mouvement. Le mouvement, c'est un ensemble. On tient compte de toutes les opinions possibles. Mais quand ça devient un parti, en ce moment, les formes de lutte changent et les méthodes de lutte changent. Tous avaient eu peur, finalement. Ils ont eu peur parce que le RDA s'est levé avec force et il a frappé avec force. Alors, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et le parti était devenu très fort parce que tous ont cherché l'adhésion du parti. Ils venaient, malgré eux, parfois nous surprendre et se mettre à notre disposition au niveau des bureaux des comités, des villages, des comités des quartiers, des comités des cantons. Ils venaient demander pardon et faire amende honorable et prêter serment comme quoi ils ne se livreraient plus à des provocations. Alors, on acceptait ce pardon et avant de les laisser sortir, on leur rasait la tête. À chacun. On leur rasait proprement la tête et on les libérait. C'est ainsi que, finalement, le pays a retrouvé le calme. Il nous a fallu attendre jusqu'à 1956 pour obtenir sur l'ensemble des territoires français, africains français, la neutralité de l'administration. Le résultat, là. Nous enlevions 2 sièges en Guinée. Mais qui est donc ce jeune syndicaliste qui a été révoqué de l'administration et qui milite avec ardeur pour la défense des droits des travailleurs et du prolétariat? Enchaînant grèves et manifestations à travers tout le pays, de quelle autorité dispose-t-il pour mobiliser autant de masses populaires contre les iniquités du système colonial? Sékou Touré était un ancien agent des PTT qui était communiste et qui avait suivi les écoles de cadre de la CGT, je crois, d'abord à Viroflay et ensuite à Prague. Et il était tout à fait formé, initié, il a commencé par rassembler ces gens et à partir des mécontentements, il était facile de créer une unité de revendication. Je ne sais pas comment Sékou Touré avait réussi, au cours d'une élection locale, à obtenir un poste de conseiller général. Mais alors que sa population qu'il contrôlait n'était pas comptée ni comptabilisée, car c'est des gens venant d'ailleurs, lui avait conscience de posséder dans ce milieu une autorité véritable, et c'était réel. Mais il n'était pas reconnu, c'était un peu le malfrat qu'on écarte, le turbulent, le sommeur de pagaille, que les chefs négligeaient et que l'administration traitait assez sommairement. Il avait comme représentation politique légale un poste de conseiller général sur 50 et aucun des postes de député ou de sénateur. De sorte qu'il lui était facile de se plaindre de cet état et que son mouvement s'implantant avec beaucoup
de sens de l'organisation, beaucoup d'habileté, car ça, il savait faire. Il avait créé partout des cellules revendicatrices. Il est facile de rassembler, sur un mécontentement, il est toujours facile de rassembler les gens. Sékou Touré a mis tout le monde en grève pour défendre le code du travail, pour faire sortir le code du travail. Travail égal, salaire égal. Alors là, tous les travailleurs, ma foi, nous étions des crières publiques. À l'époque, on n'a pas les moyens de micros et autres là, ou de radio, non. Vous sortez dans la rue, tous les travailleurs sont convoqués aujourd'hui au cinéma Rialto. Tous les travailleurs en grève sont demandés par le secrétaire général Sékou Touré au cinéma Rialto. Et de là-bas, c'est plein bombé à claquer, la route est barrée et personne ne passe. Personne n'osera passer. Mais quand Sékou Touré bouge de l'hôtel du Niger, il est dans la main jusqu'à dans la salle. Dans la main de gens à l'air. Jusqu'à dans la salle de conférence. Et quand il rentre, quand il n'y a rien, le gouvernement général n'a rien dit, il dit la grève continue. Parce que ça doit continuer. C'est là que nous avons poussé la grève jusqu'à 112 jours. En 1957, 10 ans après la constitution du PDG, le premier gouvernement semi-autonome de Guinée est formé. Après la Seconde Guerre, des groupes d'études communistes constitués de petites cellules animées par des Français de la métropole viennent en Afrique noire pour enseigner la doctrine de leur parti, ce qui permet à Sékou Touré et à de nombreux militants africains de connaître les pensées léninistes, marxistes, stratégies et tactiques politiques grâce à des cours, des brochures ou des exercices pratiques. J'étais choqué de voir que certains Européens traitaient mal leurs boys, les payaient pratiquement pas, et puis bien d'autres choses. Au cinéma, aucun Africain n'avait le droit de rentrer au cinéma à la même place que nous. On les parquait sur des bancs devant. C'était choquant, quoi. Et c'est ce qui m'a incité, avec quelques camarades, à me rebeller et à organiser politiquement le groupe d'études communistes en Guinée. C'était contre l'administration coloniale de l'époque. Dès le mois de décembre 1944, c'est moi qui ai fait les premiers recrutements d'Autochtones dans le cadre du RDA, Rassemblement démocratique africain. Maurice Thorez et Jacques Duclos. Je lisais beaucoup leurs livres. Beaucoup. Alors quand j'ai fini d'assimiler ça, vraiment j'étais bon dans tous les côtés. Ouais. C'est toujours la même chose. L'école française et le communisme français. Ah, ça m'a permis d'abord d'être politique, d'avoir une visée claire, d'avoir une visée claire, d'avoir une arme efficace de lutte et d'être surtout engagé et déterminé. Ça m'a permis d'avoir une certaine formation. Et je peux aujourd'hui me battre dans tous les milieux, sans embâche. Et ça m'a permis d'avoir le flair politique. Moi, ça a été d'un apport très efficace. Ces leçons sont rapidement mises à profit pour structurer le RDA en Guinée. Comité des femmes, comité des jeunes, comité de quartier, personne n'échappe au parti. Dès qu'il y avait un meeting au Rialto ou bien au Vox, immédiatement après le meeting, c'est moi qui faisais l'article que je publiais dans le journal, qui était soit Liberté, avant Liberté, coup de bambou. Et d'un côté, il y avait l'ouvrier aussi, c'est le journal des travailleurs.
Donc nous étions au four et au moulin. Nous étions syndicalistes, responsables syndicalistes. Et nous avions le langage syndicaliste quand il le fallait. Et sur le plan politique aussi, nous étions les responsables politiques et nous tenions le langage politique approprié qu'il fallait. Et nous sommes à la base. Donc, quand il faut rassembler les gens, je prends mon sifflet et je sors. Quand je siffle seulement, tout le monde est à l'écoute. Tout le monde est à l'écoute. Quand je siffle seulement, tout le monde est à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, nous avons meeting. À telle heure, tous les militants sont conviés à assister à ce meeting. Je passe. Donc, moi, j'ai fini là-bas. Alors, du reste, maintenant, c'est pas moi qui dis ça, mais à la minute, dans 5 minutes après, tout le quartier est au courant. Tellement on avait une communication facile. Très, très facile. Très facile. C'est pour cette raison, quand vous me posez des questions, je vous dirai que ça n'a pas passé à mon insu. C'est passé en ma présence. Les autorités coloniales n'ont pas tardé à percevoir le danger. Plus le RDA s'organise, plus la répression s'intensifie. Les communistes français sont renvoyés en métropole, de nombreux militants guinéens sont arrêtés, l'activité politique est surveillée. Le PDG, désormais mieux organisé, permet à Sékou Touré de remporter en un an un siège de député au Palais Bourbon et la mairie de Conakry. Le RDA, plus fort que jamais, rafle 57 des 60 sièges de l'Assemblée territoriale. Et puis, le parti profite d'une aubaine pour se renforcer davantage. En effet, en 1956, la loi cadre Gaston Defferre vient accorder l'autonomie interne au territoire d'outre-mer. Dien Bien Phu vient d'être vécu par la France. L'Algérie vient de déclarer la guerre d'indépendance. Le Maroc vient de prendre son indépendance. La Tunisie aussi, en 1956. Imnobé de l'Union camerounaise vient de décider de prendre le maquis contre l'autorité française au Cameroun. Alors, avec ce bouillonnement-là, Gaston Defferre s'est dit, il faut maintenant qu'on prenne le devant. Il faut lâcher un peu du lest. Il faut responsabiliser sous surveillance la reste, n'est-ce pas, les élus, les cadres africains chez eux. On va leur confier, eux aussi, la gestion des affaires de leur localité. Mais bien sûr, toujours dans le système strictement français. Bon, mais en leur confiant ces responsabilités-là, dans la gestion des affaires, de leurs affaires, la gestion de leurs affaires sur le territoire, on va les occuper. Et aussi, ils vont se bouffer le nez. Ah, ils vont se dire, bon, quelqu'un se dira, bon, c'est moi qui dois être là. Un autre aussi dira, tu vois, ainsi, la France va se porter arbitre, au moins entre eux. Pendant ce temps, quand même, la France gagne du temps pour faire face aux grands problèmes. Mais en Guinée, le parti est plus efficace qu'ailleurs. Il met immédiatement à profit cette opportunité pour contrôler le dernier maillon qui lui manque encore, l'appareil administratif. Secrétaire général de la section, j'avais les mêmes attributions politiques et administratives sur mes militants que le commandant de cercle. Mais nous, cette attribution était collégiale. Par exemple, il y avait un comité directeur de 17 membres. Un secrétaire général, un secrétaire politique comme lui, les secrétaires politiques aujourd'hui du PDG RDA, un secrétaire administratif de ceci et de cela, secrétaire à l'économie, secrétaire à la propagande, secrétaire à l'organisation, secrétaire à la discipline. Alors, cette organisation était tellement bien charpentée
que lorsque on envoyait la commission dans un village qui est situé à 60, 70, 80 km du chef-lieu du cercle, pour dire il y a une délégation du parti qui arrive tel jour, on était mieux reçu que le commandant du cercle. L'administrateur colonial n'avait plus la même mise sur les masses populaires. Il était coupé. Donc ces mots d'ordre ne passaient plus, c'était les nôtres qui passaient. Et cela a été d'un facteur très positif dans notre prise de position en faveur du non du 28 septembre. Parce que toutes les conditions objectives et subjectives étaient réunies. Les dispositions de la loi 4 progressiste, nous avons exploité au maximum, nous l'avons bidé, il ne restait plus rien et il faut continuer à marcher. Nous ne savions plus où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc trouver quelque chose. Il faut prendre l'indépendance qui va nous permettre de contrôler la monnaie, la justice, l'enseignement supérieur et les télécommunications, etc., etc. C'est ce qui nous a amenés obligatoirement à prendre l'indépendance. Depuis déjà 2 ans, la loi Gaston Defferre autorise une plus grande autonomie aux colonies françaises. Fini la 4e République, le Maroc et la Tunisie sont indépendants et la guerre fait rage en Algérie. 3 mois après son retour aux affaires, le général de Gaulle entreprend une vaste tournée en Afrique noire pour tenter de freiner les velléités d'émancipation grandissantes. Il propose aux Africains de voter oui pour adopter par référendum son projet de communauté. Tous les leaders africains semblent acquis à sa cause. Tous, sauf un, Ahmed Sékou Touré. Nous sommes le 25 août 1958. L'avion du général de Gaulle atterrit en Guinée à 8 heures. Fièrement vêtu de son uniforme militaire, une foule, acclamant au son des chansons du terroir, rangée en bataillon sur les 2 côtés de la rue, applaudit de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Profitant de la crise algérienne, le général de Gaulle revient aux affaires. Il obtient pour 6 mois les pleins pouvoirs. Sa première tâche est d'élaborer rapidement une nouvelle constitution qui devra être approuvée par référendum. Il propose en particulier un nouveau statut au territoire d'outre-mer afin de constituer une vaste communauté franco-africaine. En 1958, il saisit l'Afrique à bras-le-corps parce qu'il est rappelé au pouvoir pour l'Algérie. Et sa stratégie, c'est d'impliquer l'Algérie dans un cadre évolutif africain. Il sait très bien qu'avec l'Algérie, il faudra bouger, mais il voudrait ne pas laisser glisser, filer l'Algérie, il voudrait l'encadrer dans un ensemble africain qui sera la communauté. Il espère que l'Algérie, ce sera dans le meilleur des cas de loufoutes, c'est-à-dire des gens qui sont partisans de continuer une partie de leur histoire avec la France. Et donc l'Afrique devient, si on peut dire pour lui, le berceau de la solution algérienne. Il a même dit, c'est pour l'Algérie que je fais la communauté. Il l'a dit, en tout cas, c'est bien comme ça que se passent les choses. Il veut encadrer donc cette Algérie qui est inévitablement promise à un destin très, très nouveau, très neuf et apparemment plus ou moins séparé de la France dans un ensemble africain. Et c'est pour ça qu'a lieu ce fameux voyage de la fin d'août 1958, où nous avons été un certain nombre de journalistes à le suivre et où il a développé le thème de la possibilité de l'indépendance pour les pays africains. Il a dit, si vous voulez l'indépendance, vous la prenez. Si vous voulez être avec nous au sein de la communauté, nous ferons un système largement fédéral ou confédéral, mais si vous voulez en être, vous en êtes. Si vous voulez choisir l'indépendance, vous la choisirez. Il dit cela déjà à Madagascar, où il considère que c'est le seul pays qui est promis à l'indépendance, parce qu'il a un passé historique indépendant, le passé malgache, qui est un passé d'indépendance. Et ensuite, il le dit de façon plus claire à Brazzaville,
choisissez l'indépendance si vous la voulez, à Abidjan, et puis il y a l'arrivée à Conakry, l'arrivée en Guinée, où il y a, si l'on peut dire, un raté, un dérapage considérable. Dès le mois d'août, De Gaulle entreprend un grand périple à travers le continent noir pour expliquer le sens du vote aux populations concernées. C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry, après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là et j'ai déconseillé fortement cet arrêt. Parce que je sentais les choses qui tournaient à l'aigre. 25 août, 8 heures du matin. Sékou Touré est le seul leader à avoir choisi une tenue africaine pour accueillir De Gaulle. Il marque déjà sa différence. Pourtant, malgré l'inquiétude de la délégation française, ce jour-là, tout commence bien. La foule est rassemblée et elle acclame le cortège présidentiel. De Gaulle, c'est lui qui a pris l'initiative d'accepter que les territoires votent séparément, par oui ou par non. C'est-à-dire l'indépendance immédiate ou la communauté franco-africaine. C'est lui, personne ne l'a imposé. Partant de là, nous avons dit que nous allons organiser une mobilisation générale de toute la population pour qu'il reçoive un accueil comme il n'en a jamais vu. Le peuple entier de Conakry était présent, acclamant, et c'est ce que les accompagnateurs du général de Gaulle n'ont pas compris. C'est que les acclamations s'adressaient, sinon beaucoup plus, du moins autant, à Sékou Touré, qui était à ses côtés dans la voiture. C'est d'ailleurs pour que ces acclamations ne se trompent pas, ne puissent pas se tromper, que j'avais tellement insisté, car il avait fallu que j'insiste beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour que le président Sékou Touré, qui était maire de Conakry depuis plusieurs années, qui était député de la Guinée, qui était vice-président du Conseil du gouvernement, et qui venait d'être nommé président du gouvernement depuis le 15 juillet, soit à côté du général. Après cette réception fantastique, je lui ai apporté le discours que Sékou Touré allait prononcer une heure après. De l'aéroport Batia, dont vous connaissez, jusqu'à côté de la présidence là-bas, le monde était serré comme ça. La haie était formée d'hommes de Conakry, de l'aéroport jusqu'à la ville de Conakry. Basiliso, De Gaulle a bien entendu ça. Mais pour lui, il croyait que Sili c'est lui. C'est pas lui. Sili c'est Sékou Touré, c'est l'éléphant. Oui, c'était pas lui, c'est l'éléphant. Accueilli par cette foule en liesse, le général de Gaulle doit faire son discours au palais du gouverneur
et rencontrer les responsables de l'administration coloniale. Mais il est loin d'imaginer l'ampleur de ce qui l'attend. Avant d'arriver à l'Assemblée territoriale, le général de Gaulle a un entretien bref avec Sékou Touré, en tête-à-tête, à la résidence du gouverneur, et pendant ce temps-là, le ministre et moi, nous lisons le discours que va faire Sékou Touré et que le gouverneur Maubernat nous communique. J'étais d'ailleurs de très mauvaise humeur vis-à-vis de Maubernat, parce que j'aurais dû recevoir ce discours, au moins par téléphone ou par télégramme, la veille ou l'avant-veille, pour pouvoir éventuellement demander des corrections, et en tout cas pour le communiquer au général de Gaulle, pour qu'il sache à quel discours il répondrait. Or, Maubernat s'est mal débrouillé, j'étais un mauvais gouverneur d'ailleurs, Maubernat s'est mal débrouillé et il n'a le discours de Sékou Touré que depuis le matin même. Et c'est ce discours que Maubernat communique à Bernard Cornut-Gentille, le ministre de la France d'Outre-mer, et moi, pendant que le général de Gaulle est en train de parler avec Sékou Touré dans le bureau du gouverneur. Donc, je parcours ce discours, je dirais en diagonale, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, et Bernard Cornut-Gentille a la même technique que moi, il lit très vite ce discours. Nous avons la même... nous retirons de notre lecture la même impression, c'est que ce n'est pas un bon discours, mais que ce n'est pas un discours désastreux non plus. Sékou Touré ressort ses formules habituelles, mais il n'y a dans ce discours que des, disons, que des points d'accrochage et non pas des choses inacceptables. Le discours a été rédigé par une commission. Une commission dont Sékou Touré même était membre. Vous comprenez? Les idées venaient et on les cochait et au fur et à mesure, après on a repris l'ensemble et on a procédé à des corrections. C'est pas Sékou qui a écrit. Il ne s'est pas enfermé pour écrire le discours. Le discours a été rédigé par une commission. Et même pour les congrès intérieurs, congrès du parti, c'était le même principe. Son discours de politique générale qu'il faisait, il le répartissait entre nous tous. Nous lisions, chacun apportait ses corrections, les lui renvoyait. Il avait une mémoire d'éléphant. Les lui renvoyait et il convoquait une réunion et on discutait pour avoir la mouture définitive. C'est ça que nous étions toujours d'accord sur l'ensemble des sujets traités et aucun de nous ne pouvait se vanter, se prévaloir tout au moins de dire que c'est lui qui a rédigé le discours. Non, ça n'existait pas. Nous le considérions comme un symbole. C'est-à-dire qu'il était le leader. Cela ne signifiait pas qu'il était le plus instruit. Mais il se trouve que de par son cheminement, c'est lui que les populations connaissaient le plus. Et comme c'était un très bon tribun, nous le considérons comme un symbole. Nous arrivons à l'Assemblée territoriale où il y a naturellement tous les conseillers, où il y a un grand nombre de fonctionnaires qui ont été invités par Sékou Touré et autour de l'Assemblée, une grande foule qui a été rassemblée par Sékou Touré pour écouter le discours parce que Sékou Touré s'est arrangé pour faire une sonorisation à l'extérieur, c'est-à-dire que son discours, qui est normalement un discours de style parlementaire, c'est-à-dire qu'il devrait s'adresser à l'intérieur de l'Assemblée, au général de Gaulle et aux membres de l'Assemblée qui sont là. Ce discours devient un discours public, puisque il y a des haut-parleurs partout, à l'extérieur, tournés vers la foule que Sékou Touré a rassemblée. Nous avons préconisé d'ailleurs de venir en tenue africaine, tenue locale.
Moi, j'étais l'un des rares à être en costume ce jour-là. Mais les Kouroubri Doumbouya, beaucoup d'autres étaient venus en grand boubou, avec même des chapeaux de paille, un vrai paysan. De telle sorte qu'il était difficile de reconnaître qui a été conseiller tout le temps, qui ne l'est pas. C'était en quelque sorte pour dire à De Gaulle, non seulement il y a des fonctionnaires qui sont d'accord, mais il y a aussi des paysans parmi nous qui sont d'accord. Il y a aussi des chefs traditionnels qui sont d'accord, puisqu'on s'est habillé de telle sorte qu'on ne pouvait pas dire qui n'est pas chef, qui n'est pas fonctionnaire, qui est paysan. Tout le peuple était mobilisé, motivé. Des hommes, des délégués sont venus de partout. Tous les responsables politiques à travers le pays étaient là. Tous les chefs de canton sont venus aussi. Tous les colons qui étaient dans ce pays étaient là. Planteurs, commerçants, tout le monde était là et il fallait écouter les deux hommes. L'atmosphère n'était pas une atmosphère de guerre. Dans la salle de l'Assemblée territoriale, tout est mis en œuvre pour que le message passe vraiment. La grande majorité des Guinéens encadrés par le parti viennent comme un seul homme dire non au général de Gaulle et non à la communauté française, préférant une indépendance entière et totale. La Guinée, sans le savoir, venait de faire basculer l'Afrique noire dans une nouvelle ère, celle des indépendances. Choqué, la réponse du général de Gaulle fut immédiate. Besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et là, Sékou Touré se met à lire son discours sur un ton extrêmement agressif. C'est-à-dire qu'il passe en douceur, si je peux dire, la plupart des passages, et il se met à crier, même je dirais à hurler, sur les passages agressifs. Ce qui donne immédiatement au discours une tonalité très différente du texte écrit. En d'autres termes, le discours de Sékou Touré se transforme premièrement en discours public, alors que ça ne devait pas être ça du tout, et deuxièmement, je dirais, en manifestation, car il y a une véritable manifestation qui s'organise, qui est organisée par Sékou Touré autour de l'Assemblée. Il est clair que dès lors, le climat psychologique est complètement transformé. Nous nous sommes organisés. Moi, j'étais à un bout. J'étais d'abord d'un côté et d'autres étaient de l'autre. Et je donnais chaque fois le ton. Mais pas ça qu'il fallait applaudir frénétiquement. Il fallait le faire. Oui, il fallait dire bravo, vive l'indépendance, vive l'honneur. Nous avons tellement applaudi, nous avons tellement approuvé le rapport sur toute la ligne que De Gaulle s'est levé, il a répondu et il a dit ce qu'il pouvait dire. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre
le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. On était un peu déboussolés. C'est-à-dire que nous ne pensions pas que sa réaction serait aussi spontanée. Il faut le dire franchement, nous étions un peu étonnés, surpris. Surtout que il y avait un certain nombre de choses qui étaient prévues pour la soirée, il a fait tout supprimer, etc. Donc, nous pensions qu'il allait comprendre que c'est lui qui a posé le problème. Nous avons répondu à son problème. Maintenant, c'est l'ambiance, peut-être qu'il n'a pas admis cela, alors qu'il avait été bien reçu toute la soirée, depuis l'aéroport Bessian jusqu'à Conakry. Combien lui tenir un langage comme ça? Il faut connaître son caractère aussi. C'est un chef militaire auquel on obéissait toujours et qui, pour une fois, trouve en face de lui une personne qui dit non. Je ne dirais pas qu'il est en colère, mais il a été blessé. Il a considéré qu'il était l'objet d'une sorte d'injure de la part de Sékou Touré et que par conséquent, il doit répondre d'une façon extrêmement ferme et catégorique. C'est ce qui se passe. Donc Sékou Touré reçoit la réplique du général de Gaulle en pleine figure. Il est vraisemblable qu'il ne s'attendait pas, lui non plus, à une réplique comme celle-là. Oh, nous avons fait ça sciemment. Parce que nous semblions déjà les sentiments d'orgueil de Gaulle. Nous avons exploité ce sentiment d'orgueil. Il y avait deux personnalités en présence, Sékou Touré, qui a la dignité à fleur de peau, et De Gaulle aussi qui a les mêmes sentiments. De Gaulle est patriote, Sékou Touré aussi l'était. Nous avons rédigé le discours exprès pour pousser à De Gaulle à prendre une position sur laquelle il ne reviendrait pas. Et nous avons atteint cet objectif. Le mot, vous pouvez voter, vous pouvez prendre l'indépendance le 28 septembre en votant non, a été plus applaudi que le discours du président Sékou Touré. Voyez-vous. Et j'étais à côté des colons qui, en désespoir de colons, disaient oui, voilà, c'est comme ça qu'un homme doit parler, parlant de De Gaulle. Ils l'ont dit, c'est vrai. Et vous, vous étiez dans la salle? Non. Nous n'étions pas dans la salle. Ils étaient dans les masses la pour sécurité, savoir ce que nous pensions et ce que nous faisions. La rumeur, les renseignements.
Je vous dis, Non, ça, c'est c'était pas les dans la flics salle. qui étaient... Leur travail, c'est dans les masses. Écoutez, être tout œil, tout oreille. Il fallait suivre tous les mouvements à l'époque. Mais la cause était déjà perdue, ça c'est vrai. Et les colons le savaient. Sékou Touré avait dit, ce qui était une position parfaitement logique, si la Constitution nous donne le droit à la libre disposition, la possibilité de régir nous-mêmes nos propres affaires, ce que ne laissait pas la Constitution de 58, qui c'était ou bien vous acceptez la communauté, ou bien vous êtes exclu. S'il y avait donc eu une autre version de la Constitution, la Guinée ne voulait pas, et Sékou Touré ne voulait pas la séparation. La séparation, elle a été imposée par le général de Gaulle. Sékou Touré s'est levé et a prononcé son discours. Le discours que nous connaissions tous. Mais ce qui a surpris, ça a été le ton employé par Sékou Touré, qui a employé le ton qui lui était, et qui lui est encore certainement, habituel. C'est-à-dire le ton de quelqu'un qui parle dans un meeting et qui appuie non seulement de la voix, mais du geste et du poing sur la table, les principaux passages. Ce qui fait que ce discours qui ne différait absolument pas de tous les discours antérieurs de Sékou Touré a fait une impression assez extraordinaire. Oui, le général s'est levé à ce moment-là, a répondu par un discours très bref, dans lequel il disait deux choses principales. Premièrement, je me suis aperçu en écoutant les orateurs que la France avait fait du bon travail et que la langue française était possédée et maniée d'une façon extrêmement brillante. Et deuxièmement, vous voulez l'indépendance. Si vous voulez l'indépendance, vous n'avez qu'à voter non le 28 septembre et la France n'y fera aucunement obstacle. Point. À la ligne. Elle en tirera bien entendu les conséquences. Messieurs, bien du plaisir. Il a accompagné cette revendication de commentaires extrêmement brutaux et désobligeants sur le passé colonial de la France. Et De Gaulle a mal reçu ça. De Gaulle a saisi ça comme une sorte d'injure. De Gaulle voulait bien que l'on lui dise non, encore que... Enfin, il l'avait en tout cas prévu. Mais il se trouve que Sékou Touré a fait ça dans un style d'une véhémence et d'une... Je dirais, le mot insolence n'est pas juste, puisqu'après tout, il avait le droit de parler. Puis il était chez lui. Mais enfin, ça a été dans un climat qui a été très dur. Et je dois dire que le général, moi, ce jour-là, le jour de Conakry, il m'a bouleversé. Il était extraordinairement ému. Ce vieil homme qui portait l'histoire de notre pays et l'histoire de notre pays en Afrique, où il y avait quand même des choses assez grandioses, et il a été blessé. Et ce vieil homme a fait face, mais il en a été d'une certaine façon brisé. Je crois que ses liens avec l'Afrique, qui étaient forts, et au cours de ce voyage, qui était un voyage libératoire, un voyage novateur, quelque chose s'est cassé. On l'a vu le lendemain, quand il est parti de Conakry pour Dakar. C'était un homme qui avait subi une blessure profonde. Et d'ailleurs, alors que Sékou Touré n'avait pas absolument dit qu'il dirait non au référendum, qu'il refuserait la communauté, c'était probable, mais ce n'était pas sûr. Le lendemain matin, devant nous, devant Mesmer, devant Cornu-Gentil, devant le gouverneur Bomerna de Guinée, De Gaulle a dit c'est fini avec cet homme-là, nous devons rompre à partir du 29 septembre, jour du référendum, nous quittons ce pays, c'est brisé. Autrement dit, il estimait que Sékou Touré non seulement lui avait dit non, mais lui avait dit non de façon humiliante, blessante et qui blessait la France. Papa Sékou Touré quand même fort. 1958,
28 septembre 1958, la Guinée vote massivement non et le 2 octobre, elle devient le premier pays indépendant de l'AOF. Sékou Touré, son président, prône la décolonisation intégrale de toutes les structures du pays et la mise en place d'une société socialiste. Ce jour-là, c'est un mot d'ordre. Ouessataoui, notre convention. Ouessataoui en Soussou, c'est notre convention. Dans tous les bureaux de vote. Ouessataoui. Notre convention, c'est de prendre non et laisser oui. C'est là. Mais c'était calme, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mouvement, rien. Chacun partait voter tranquillement et rentrait chez lui. Rien. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas d'injure, il n'y avait rien. On dirait qu'on partait au marché. On va, on paye, on revient, c'est tout. Oh ouais. Il y avait le bulletin non ici, le bulletin oui. Et publiquement, il y en a même qui ne prenaient même pas la peine de prendre les deux bulletins pour aller dans les... Non, ils ont dit, bon, écoutez, comme c'est ça là qui fait l'indépendance, ils prennent le bulletin, carrément, ils mettent la peine. Voici une fois de plus, et pour la dernière fois, au ministère de la France d'Outre-mer, où continuent d'arriver des résultats qui, hormis pour 4 territoires, ne sont pas encore définitifs. Mais sur le tableau que vous allez voir dans un instant, que nous vous avons montré déjà ce matin à 8 heures, des changements importants sont intervenus. Les résultats continuent d'arriver, continueront d'arriver toute la nuit, et nous allons pouvoir jeter un coup d'œil sur ces résultats. Et surtout, je vais demander à M. Biazini de bien vouloir nous donner les pourcentages et des résultats connus et des oui et des non à partir de ces résultats connus. La Guinée est connue à 46%, et alors là, c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à ceux des autres territoires, puisque c'est les noms qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98%. Je voudrais terminer par la Guinée. Ce matin, un communiqué a été remis à M. Sékou Touré, le président du Conseil du gouvernement de Guinée. Communiqué émis à la suite du vote de la Guinée. Nous n'allons pas lire ce communiqué. Pourriez-vous nous en donner l'esprit rapidement? Je pense d'ailleurs qu'il est connu de quelques-uns de nos téléspectateurs déjà. La Guinée a voté non, donc elle a fait part d'une façon formelle de sa volonté de quitter la communauté qui lui était proposé par la Constitution, et le représentant du Haut-Commissaire de la République à Naïef, qui était envoyé spécial à cette occasion à Conakry, a remis au président du Conseil du gouvernement de Guinée un communiqué dans lequel il donne acte de la décision de la Guinée et met le point sur un certain nombre de conséquences de cette décision qui ressortissent toutes et qui je crois entreront en vigueur très rapidement. Très rapidement, avec des mesures transitoires évidemment pour ne pas créer des perturbations immédiates qui troubleraient profondément le fonctionnement de l'administration de la Guinée. Enfin, l'acte de divorce a été remis ce matin. Le voici. Je vous remercie, M. Biazini. Au départ, il n'a pas pensé à l'indépendance immédiate. Mais il dit, si cela n'est pas prévu dans la Constitution, nous allons aller à l'indépendance. Le vote de 58 n'a pas été organisé par Sékou, ni son parti. Ça a été organisé par la France coloniale qui était là. Et la Guinée, à plus de 99%, a voté pour la rupture, c'est-à-dire pour l'indépendance.
Le référendum approuve à près de 80% la Constitution. La 5e République est née. En Afrique, les populations plébiscitent à 90% le statut communautaire, à l'exception notable de la Guinée, qui refuse la communauté, préférant, selon les mots de son leader, la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Pourquoi ne pas dire une bonne fois non, en expliquant le non, non pas comme une fin de coopération avec la France, mais d'abord comme une forme de confiance en soi-même, comme la prise de la responsabilité d'un peuple qui veut aller directement vers son destin et qui ne s'interdit pas une coopération fraternelle avec les autres peuples. C'est ce que la Guinée a dit. Le 28 septembre, nous avons dit non à la communauté, oui à l'indépendance, oui à une coopération avec la France sur la base de l'amitié et de l'égalité. Sékou Touré, ce n'était pas tellement une question d'indépendance qu'une question d'unité africaine. Et Sékou Touré estimait que l'avenir de l'Afrique était dans la cohésion entre les États africains qui aillent vers l'indépendance, mais surtout qu'on ne brise pas leur unité, qu'on ne fasse pas ce qu'il appelait, après Senghor, la balkanisation. Lui estimait que la solution de Gaulle, qui offrait la liberté d'indépendance, ne l'offrait qu'à des petits États concassés, incapables de vivre par eux-mêmes, et lui voulait l'unité des pays africains, au moins de ceux de langue française. En octobre 1958, dans les jours qui suivent l'indépendance de la Guinée, à la suite du non au référendum, De Gaulle décide de punir la Guinée et les Guinéens, à raison du mauvais exemple qu'il donne aux autres peuples africains qui ont accepté une coopération comme continuité de la colonisation. Il rappelle immédiatement tous les fonctionnaires, ingénieurs et cadres français qui gèrent alors l'ensemble de l'économie et de l'administration civile et sanitaire, avec la volonté de plonger internationalement la Guinée dans le pire. Même les cadres français qui étaient là au poste de télécommunications sont partis avec tous les schémas. Donc nous nous trouvions là devant un central téléphonique, ne connaissant pas, n'ayant pas la nomenclature des pièces détachées, n'ayant pas les schémas du réseau souterrain ou aérien, ceux à l'énergie c'était pareil, etc., etc. Des archives enlevées. À l'époque, j'avais une caméra derrière moi. De mon bureau, j'habitais à côté du... J'avais mon bureau juste à côté du palais du gouverneur. Bon, mais j'avais filmé des agents qui cassaient la vaisselle dans la cour du palais du gouverneur. Tout le reste de l'Afrique occidentale et toute l'Afrique équatoriale vote oui. C'est-à-dire que la Guinée se trouve toute seule ayant voté non. Et alors, dès le lendemain matin, la Guinée devient indépendante. Le général de Gaulle dit qu'elle a fait sécession. C'est une sécession qui aboutit à l'indépendance pure et simple. Et l'application se fait très très vite. J'envoie un gouverneur de Dakar, un gouverneur qui est l'inspecteur général des affaires administratives, sur Violaxi, un Corse qui est très habile, qui connaît très très bien son métier et qui va à Conakry démonter toute l'administration française. C'est sa seule mission, c'est de démonter toute notre administration. C'est-à-dire renvoyer tous les fonctionnaires français sur Dakar ou dans des autres destinations que je lui indique. Et cela se fait très très vite.
Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. L'administration coloniale avait tout pris, tout saisi dans les bureaux. Les bureaux, il n'y avait même plus de bloc-notes. Monsieur Pierre Mesmer, qui était haut-commissaire de la Guinée, haut-commissaire de la France à Dakar, il a envoyé des soldats, des parachutistes, pour venir vider les caisses de la banque. Il a pris tout l'argent qu'il y avait. C'était pour mettre le pays à plat, dès le départ. Les militaires, par exemple les parachutistes qui étaient à Dalaba, sont partis en incendiant, en détruisant l'explosif leur cantonnement pour ne rien laisser à la Guinée. Dans la gendarmerie, on a emporté jusque non seulement les armes, mais même les uniformes. Je citais tout à l'heure déjà les administrateurs qui, dans certains cas, avaient emporté jusqu'au registre d'état civil. Au palais du gouvernement, c'était une espèce de cavalcade dans les salles, n'est-ce pas, où des gens venaient emporter les téléphones jusqu'à enlever les prises de courant. Bon, les fonctionnaires guinéens venaient derrière pour essayer de les rétablir. Toutes les archives qui se trouvaient dans les services ont été emportées. La France donc, a boycotté ces opérations d'exportation et a refusé d'acheter nos produits sous prétexte que nous n'étions plus en bonne relation avec elle, alors que nous avions des accords à long terme d'exportation. Il a fallu rechercher rapidement des clients nouveaux. C'est pour ça que nous avons, en 60, exporté tous nos produits dans les pays de l'Est, ce qui nous a amené à prendre des engagements de plus en plus importants vers les pays de l'Est. Le colonel, puis ambassadeur Maurice Robert, qui a été chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage de 1958 à 1968, dit « Nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. De nombreuses tentatives de déstabilisation ont été menées à cet effet, notamment par Jacques Foccart, le secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de Rétroviseur. Quand nous avons voté non, nous avons été admis à l'ONU. À partir de l'ONU, nous avons mené beaucoup d'actions. Et les autres cadres du RDA, dont Houphouët lui-même, étaient très gênés quand nous nous rencontrions à New York ou alors à Soria par exemple, où on le mettait de côté pour que le chef d'État Sékou Touré passe. C'est ainsi d'ailleurs que Houphouët a été le premier à dire à De Gaulle vraiment que la communauté est dépassée. Parce que nous, on commençait à avoir des relations un peu partout, que ce soit à l'Est, que ce soit dans les pays africains. Et quand ils venaient, quand nous avions envoyé déjà des stagiaires comme pilotes et autres, alors quand ils voyaient des avions pilotés par des nègres, c'est le cas de dire, ça faisait quelque chose. Et du point de vue information, radio, dans les langues nationales, nous y allions. C'est ce que la population, c'était intenable. On ne pouvait pas, aucun chef d'État ne pouvait, chef de gouvernement de l'époque ne pouvait contourner l'indépendance totale. Foccart a essayé de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Foccart et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent elle a été démontée. Il n'y a pas eu de tentative réelle. Il y a eu une préparation,
mais une préparation qui n'a pas abouti à une tentative de coup d'État. Ni de putsch. Quel était le but précis de l'opération? Ah ben, dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. L'ambition de la Guinée était d'être le champion de l'indépendance de l'Afrique. Nous avons dit et nous avons répété. Nous avons dit, tant qu'il reste un morceau, un terrain africain dans les mains d'un colonisateur, la Guinée n'est pas libre. Notre option, c'était ça. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Rétroviseur consacré à l'indépendance de la Guinée. Merci à Diallo Création, le lion créateur, pour cette jolie veste.